Certains soirs, tu verrouilles les portes, éteins les lumières et tu penses t'être mis à l'abri du monde. Tu crois que la journée est terminée, scellée dans son film plastique, prête à être rangée dans les archives de ta mémoire. Tu remontes la couette jusqu'au menton et tu crois, avec une arrogance confortable, connaître la forme exacte de ta vie. Puis tu entends un bruit à 2 heures du matin qui n'a pas sa place là. Un bruit qui déchire le silence ouaté de ta forteresse de banlieue. Et tu comprends que tu ne sais absolument rien. Et la personne sur le point de t'apprendre cette leçon est celle que tu croyais connaître le mieux au monde. Je vais vous dire ce qui a brisé la quiétude de ma maison et de mon cœur ce mardi sans lune. Le réveil sur ma table de chevet affichait des chiffres impitoyables. 2h17. Pas l'heure des noctambules. Pas l'heure respectable du guerrier insomniaque. C'était la zone morte, l'heure des accidents de voiture et des appels affolés depuis les urgences. L'air dans ma chambre était épais et immobile, avec un goût de vieux livres et du sachet de lavande glissé dans mon oreiller. Dehors, le vent du Colorado menait une conversation discrète avec les pins qui bordaient le terrain. Un chuchotement doux et conspirateur, habituellement le seul son après la nuit tombée. C'est alors que c'est arrivé. Ce n'était pas un coup. C'était un boom étouffé et désespéré contre la porte d'entrée, en bas. Le son d'un corps heurtant du bois, un son lourd, vaincu, une fois, puis deux. Mon cœur, qui dormait paisiblement, s'est mis à galoper, un tambourinement frénétique contre mes côtes. Ma première pensée fut pour un animal, un chevreuil, peut-être désorienté. La seconde, plus primale, pour un homme ivre ou dangereux, confondant ma maison avec une autre. Je me suis glissée hors du lit, mes pieds rencontrant le froid des planches. La maison était un labyrinthe d'ombres. Des formes familières se transformaient en monstres tapis par la lueur blafarde de la lune aux fenêtres. Je me suis faufilée jusqu'à la fenêtre de ma chambre et j'ai scruté le porche. Et c'est là que mon sang s'est glacé. Une silhouette était affalée contre ma porte d'entrée. Un homme, grand et large d'épaules, sa forme dessinée par la pâle lumière de sécurité du garage. Il portait ce qui ressemblait à un costume cher, maintenant fripé et ruiné, la veste pendant sur une épaule comme si s'était battu. Sa tête était penchée, ses cheveux en désordre. Il avait l'air brisé, puis il bougea, relevant la tête juste assez pour que la lumière attrape la ligne nette de sa mâchoire et la courbe de son nez. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Ce n'était pas possible. C'était Léo, mon fils. Mon fils, qui vivait à 1300 kilomètres dans la métropole étincelante et vampirique de San Francisco. Mon fils, vice-président d'une entreprise tech incompréhensible, qui gagnait en un mois plus que ce que je voyais en un an, qui vivait dans une boîte de verre dans le ciel et ne rentrait que pour 48 heures précises à chaque Noël. La panique, brûlante et acide, submergea mes sens. Je dévalais l'escalier, mes pieds nus claquant sur le bois, mon esprit un chaos d'images horribles. On l'avait agressé? Il était blessé? Je tâtonnais avec le verrou, mes doigts maladroits et moites. La serrure céda avec un claque sourd et j'ouvris la porte en grand. Il titua en avant, manquant de me tomber dans les bras. L'odeur me frappa en premier. Pas l'alcool, comme je le craignais, mais une senteur fade, métallique, d'avion et de vieille peur, mêlée au discret et coûteux parfum d'une eau de toilette que je lui avais offerte pour ses 30 ans. Ça sentait le cèdre et le regret. Léo. Ma voix n'était qu'un murmure étranglé. Il leva la tête et le visage que je vis était une caricature grotesque de celui de mon fils. Ses yeux, d'habitude d'un bleu vif et intelligent, étaient enfoncés et creux, cernés de grands arcs sombres, comme des ecchymoses. Une barbe de 2 jours ombrait ses joues creuses, mais le pire était le vide. Je plongeai mon regard dans ses yeux et ne vis rien. Un néant. La lumière avait disparu. L'homme debout sur mon seuil ressemblait à mon fils, mais la présence qui me fixait depuis ses yeux était un parfait étranger. « Maman », exhala-t-il. Ce seul mot était si chargé d'épuisement et de douleur que ses genoux fléchirent. Je l'attrapais, mes bras entourant son torse, choqué de le sentir si mince sous la laine fine de sa veste. Il tremblait, un tremblement fin, à haute fréquence, qui parcourait tout son corps. « Mon Dieu, Léo, qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? » Je le traînais, le guidatais à l'intérieur, refermant la porte d'un coup de pied derrière nous. Je le dirigeais vers le salon et le fis s'affaler sur le canapé.
celui qu'il avait assemblé avec son père un samedi entier, des années auparavant. Il s'enfonça dans les coussins comme une pierre. Il ne parlait pas. Il fixait juste le mur d'en face, une photo encadrée de nous trois sur une plage de l'Oregon, 10 ans plus tôt, une vie auparavant. Son père, Michael, riait, les bras passés autour d'un Léo plus jeune, plus heureux. Je m'agenouillais devant lui, posais mes mains sur ses genoux, essayant de le forcer à me regarder. « Léo, parle-moi. T'as des ennuis? On t'a fait du mal? » Il tourna la tête lentement, délibérément, et croisa mon regard. Le vide était toujours là, mais quelque chose d'autre tournoyait maintenant dans ses profondeurs. La honte. Une honte profonde, viscérale. « Je n'ai pas d'ennui, dit-il, sa voix rauque comme s'il avait crié pendant des heures. Pas comme tu l'entends. Il passa une main dans ses cheveux emmêlés, ses doigts tremblants. Je crois que j'ai ruiné ma vie, maman. L'aveu resta suspendu entre nous, lourd et toxique. Ruiner sa vie. Mon Léo, l'enfant en or, celui qui avait toujours réussi, toujours excellé. L'idée était si étrangère, c'était comme s'il parlait une langue inconnue. J'attendis, le cœur battant à tout rompre. Il prit une profonde inspiration, tremblante. J'ai démissionné. Je suis partie. J'ai juste tout laissé derrière moi. Les mots s'étaient si simples, si banals comparés aux horreurs que j'avais imaginées, que pendant un instant, un vertigineux soulagement m'envahit. Ce n'était que ça. Il avait quitté son travail. Mais alors je le regardais de nouveau. Les yeux creux, la fatigue jusqu'à la moelle, l'aura de dévastation totale qui l'enveloppait comme un linceul. Ce n'était pas une reconversion. C'était une démolition. « J'ai fait un sac », poursuivit-il, sa voix plate et détachée comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai pris un taxi pour l'aéroport. J'ai acheté un billet pour le premier vol vers Denver. Je ne savais même pas si si la porte serait encore... Sa voix s'éteignit, son regard revenant à la photo sur le mur. Une larme traça un sillon dans la crasse sur sa joue. Une vague de fureur maternelle monta en moi. Pas contre lui, mais contre la chose invisible qui lui avait fait ça, qui avait vidé mon fils et laissé cette coquille à sa place. « D'accord, » dis-je, d'une voix plus ferme que je ne me sentais. « D'accord, t'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. T'es à la maison. » Je me levai et me rendis à la cuisine, mes mouvements raides et automatiques. Il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Je remplis la bouilloire et la posai sur le feu. Le clic et le sifflement familier, un petit point d'ancrage dans le chaos tourbillonnant. Il n'avait pas juste démissionné. Il avait fui. Il avait couru loin de sa vie comme si c'était un immeuble en flammes. Et il avait couru ici. Quand je revins avec 2 tasses de tisane à la camomille, il n'avait pas bougé. Il fixait ses mains posées sur ses genoux. C'étaient les mains d'un étranger, les ongles rongés jusqu'au sang, les articulations rouges et à vif. Ce n'étaient pas les mains lisses, sûres d'elles, qui pianotaient sur des claviers et signaient des documents importants. C'étaient les mains d'un homme qui avait essayé de se griffer une issue hors d'une cage. Il prit la tasse que je lui tendais, ses doigts s'y agrippant comme pour y chercher de la chaleur, bien que la pièce ne fût pas froide. Nous restâmes longtemps assis en silence. Le seul bruit, le tic-tac discret de la pendule du couloir. Un bruit qui avait mesuré le rythme paisible, prévisible de ma vie pendant 20 ans. Maintenant, il sonnait comme une bombe. « Ça a commencé il y a environ 6 mois, » dit-il enfin, sa voix à peine audible. Il ne me regardait pas, mais la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Cette sensation d'être sous l'eau et ça, tout était étouffé. Les couleurs délavées. J'étais en réunion, une importante, avec des millions sur la table. Et je regardais les visages autour de moi, et ils avaient tous l'air de masques, comme s'ils jouaient tous un rôle dans une pièce, et j'étais le seul à avoir oublié mon texte. Il but une gorgée de tisane. J'ai pensé que c'était un burn-out. Tout le monde a ça dans la Silicon Valley. C'est comme un badge d'honneur. Alors j'ai fait ce qu'on est censé faire. J'ai pris des vacances. Je suis allée à Hawaï. Je suis restée 10 jours sur une plage parfaite. Et je n'ai absolument rien ressenti. C'était terrifiant. J'étais au paradis et le vide était juste plus grand, plus creux. J'écoutais, le cœur serré. Je me souvenais de nos appels téléphoniques à cette époque.
Il avait l'air fatigué, oui, mais il avait balayé ça d'un revers de main. Juste du boulot, maman. Le projet est en phase finale. Je l'avais accepté parce que je le voulais. Je voulais croire à la version brillante, luisante de sa vie. L'entreprise, continua-t-il, sa voix prenant une tonalité plus dure. Nous développions une nouvelle plateforme d'IA. On l'appelait Synapse. Elle est censée révolutionner le traitement des données pour... Eh bien, pour les gouvernements, les agences de renseignement. C'était le gros contrat, celui qui allait rendre tout le monde milliardaire. Il eut un petit rire bref et amer. C'était brillant, brillant à faire peur. Elle pouvait prédire le comportement humain avec environ 90% de précision, pas seulement les habitudes d'achat. Les comportements de vote, l'agitation sociale, les pointes de rupture individuelles. On l'a nourri avec tout. Réseaux sociaux, données financières, dossiers médicaux, messages privés. Tout, aspiré et agrégé. La version officielle, c'était pour la sécurité nationale. Arrêter les menaces avant qu'elles n'arrivent. Il fit une pause et me regarda enfin. La honte était revenue, plus sombre cette fois. Mais ce n'était pas toute la vérité. Nous construisions une arme, un outil de contrôle. Nous y avons intégré une porte dérobée, une fonctionnalité qui permettrait à un utilisateur de manipuler subtilement les informations que les gens reçoivent, de façonner leurs opinions, d'infléchir leur comportement dans une direction souhaitée, de créer une menace, pas seulement la prédire. C'était un mensonge conditionné en sécurité. Mon estomac se noua. C'était le monde dans lequel il vivait, un monde d'ombre et d'algorithmes. Je savais que c'était mal, dit-il, la voix brisée. Dès le début, je me suis souvenu de papa. Il fit un geste vague vers la photo. Je me suis souvenu de ce qu'il disait toujours. L'argent n'a pas d'importance, Léo. Le titre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu reconnais l'homme qui te regarde? Michael, mon Michael, professeur d'histoire dans un lycée, qui croyait à la vérité et à l'intégrité avec une passion féroce et inébranlable. Il était mort d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, beaucoup trop tôt. Pendant longtemps, chuchota Léo, je ne le reconnaissais pas. L'homme dans le miroir était un étranger. Un étranger bien habillé, couronné de succès. Il avait mes yeux, mais les siens étaient en vide. C'était un fantôme qui portait ma peau. Il prit une profonde inspiration, tremblante. La semaine dernière, nous avons eu une réunion finale avant le lancement officiel. Le client principal, une agence gouvernementale opaque, était là. Mon patron, un homme nommé Marcus Thorne, faisait la présentation. Il montrait le module de persuasion. C'est comme ça qu'il appelait la porte dérobée. Et il a utilisé un cas de test, une simulation. Ils avaient créé le profil d'une personne réelle, une jeune femme, étudiante, militante. Ils ont montré comment, avec juste quelques articles ciblés, quelques faux posts sur les réseaux et quelques messages privés manipulés, ils pouvaient retourner ses amis contre elle, la faire renvoyer de l'université et la signaler comme une menace intérieure potentielle. Ils ont détruit sa vie, sa réputation, juste pour montrer qu'ils en étaient capables. Il posa la tasse sur la table basse, sa main tremblait si violemment que la céramique cliqueta. Et tout le monde dans la pièce, ils ont applaudi. Ils étaient ravis. Ils voyaient le pouvoir. Ils voyaient le profit. Et moi, j'ai regardé le visage de cette jeune femme sur l'écran. Et elle te ressemblait un peu, maman. Et quelque chose s'est brisé en moi. Comme si un barrage cédait. Tous les mensonges que je m'étais racontés, toutes les justifications, tout a été emporté. Et tout ce qui restait, c'était cette simple et laide vérité. J'étais un monstre. Je construisais la cage. Il cacha son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux et violents. Toute la force, toute la façade s'écroulèrent. Et il n'était plus qu'un garçon. Mon garçon, perdu et terrifié dans le noir. Je passais du sol au canapé et l'entourais de mes bras, attirant sa tête contre mon épaule. Je le serrais contre moi tandis qu'il pleurait, le berçant doucement, murmurant les mêmes mots apaisants et insensés que j'utilisais quand il était enfant et qu'il s'était écorché le genou ou réveillé d'un cauchemar. Là, dans la pénombre de l'aube de mon salon silencieux, mon fils confessa ses péchés. Il me parla des nuits d'insomnie,
Des attaques de panique dans son bureau au mur de verre, de la sensation d'être un imposteur dans sa propre vie. Il me raconta comment, après cette réunion, il était retourné à son bureau, avait éteint son ordinateur et était sorti du bâtiment sans un. Mo. Il avait marché des heures dans les rues de San Francisco, un fantôme parmi les fantômes, jusqu'à ce qu'il atterrisse à l'aéroport, un homme fuyant sa propre ombre. Nous restâmes ainsi longtemps, jusqu'à ce que la première lueur gris pâle de l'aube commence à filtrer par les fenêtres, chassant les ombres les plus profondes. Ses sanglots s'apaisèrent, remplacés par un calme profond, épuisé. L'histoire était sortie. Le poison était extrait. Après la mort de ton père, dis-je doucement, ma joue contre le sommet de sa tête, j'ai trouvé quelque chose dans son atelier. Je pense que tu devrais le voir. Son atelier dans le garage avait été son sanctuaire. C'était le seul endroit que je n'avais pas pu me résoudre à vider. Sur son établi, il y avait un vieux carnet relié de cuir. Je conduisis Léo dans le garage froid. La lumière du matin était fine et aqueuse. Je pris le carnet et le lui tendis. Ses doigts s'ensuivirent entre la couverture usée. Je ne l'ai jamais lu entièrement, dis-je. C'était trop intime, mais je l'ai vu écrire dedans la semaine avant sa mort. Je crois qu'il écrivait pour toi. Léo l'ouvrit. L'écriture de McCall était une cursive élégante et familière. La dernière entrée datait de quelques jours avant sa crise cardiaque. Léo commença à lire à voix haute, la voix nouée par l'émotion. Léo, si tu lis jamais ceci, c'est probablement parce que tu as heurté un mur. Pas un des petites que tu peux escalader, mais un des grands. Le genre qui te fait croire que la route s'arrête là. J'en ai heurté quelques-uns. Le monde te dira que la réussite est une ligne droite, une flèche pointant vers le haut. C'est un mensonge qu'on te vend pour que tu continues à acheter. La vraie vie est une spirale. Parfois, il faut revenir à l'endroit où tu as commencé pour trouver le chemin qui va de l'avant. Je me souviens quand on m'a proposé le poste de proviseur. Plus d'argent, plus de prestige. Tout le monde disait que je serais fou de refuser, mais je savais ce que cela signifierait. Budget, conseil d'administration, politique. Moins de temps en classe, moins de temps avec les élèves, moins de temps à parler de l'histoire désordonnée, glorieuse et compliquée de l'être humain. Devenir un gestionnaire de choses au lieu d'un enseignant d'être, je l'ai refusé. Ta grand-mère pensait que j'étais fou, mais je savais au plus profond de mes os qu'accepter ce poste aurait été une sorte de mort. Un lent et silencieux empoisonnement de l'âme. Léo leva les yeux vers moi,
ses grands yeux empreintes d'une compréhension naissante. Il n'avait jamais connu cette histoire. Il continua à lire. Viendra un jour où l'on te proposera d'échanger un morceau de ton âme contre un morceau du monde. Ils feront en sorte que cela ressemble à une bonne affaire. Ça ne l'est jamais. L'âme est la seule monnaie qui compte. Ne la brade jamais. Il vaut mieux être un homme fauché qui se reconnaît dans le miroir qu'un roi qui y voit un étranger. Et si jamais tu te perds, mon fils, ne cherche pas une carte. Cherche une boussole. Ta boussole, c'est cette voix tranquille en toi qui connaît la différence entre ce qui est facile et ce qui est juste. C'est la voix que j'entends ici, avec l'odeur du bois et la satisfaction d'une coupe nette. Elle ne crie pas. Il faut être très silencieux pour l'entendre. Reviens à la maison, pas le bâtiment, mais la partie de toi que tu as laissée derrière. Le chemin du retour commence toujours là. Il referma le carnet, ses mains reposant sur la couverture comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Le silence dans le garage était profond. C'était le silence de la révélation. Les mots d'un homme mort avaient traversé le temps et l'espace pour donner à son fils la permission dont il avait si désespérément besoin. Il le savait, murmura Léo, plus pour lui-même que pour moi. Il savait que j'atterrirais ici. Il savait qu'il avait élevé un homme qui ne pouvait pas vivre avec une âme empoisonnée. Le corrigeai-je doucement. Nous restâmes là tandis que le soleil montait, déversant une lumière dorée dans le garage poussiéreux. Pour la première fois depuis son arrivée, je vis une lueur de l'ancien Léo dans ses yeux. Le vide était toujours là, mais maintenant il ressemblait moins à un néant et plus à un espace en attente d'être rempli. Nous rentrâmes et je préparai le petit déjeuner. Œufs brouillés, toast, bacon, la nourriture simple et réconfortante de 1000 matins d'enfance. Il mangea comme un affamé, pas seulement de nourriture, mais de normalité, des rituels ancrés du foyer. Tandis qu'il mangeait, nous commençâmes à parler de choses pratiques. « J'aimerais rester ici », dit-il, les yeux sur son assiette. « Si tu veux bien. Juste un moment, pour me remettre sur pied. Je ne sais pas ce qui vient après, je sais juste que je ne peux pas y retourner. » Il leva les yeux, son expression vulnérable. « Je peux payer un loyer. J'ai des économies, beaucoup d'économies. Je ne veux pas être un fardeau. » Je regardais mon fils. Cet homme brisé et beau, et je pensais aux années de silence résonnant dans cette maison. Les fêtes passées seules. La douleur discrète d'une mère dont l'enfant a grandi dans un monde qu'elle ne peut ni pénétrer ni comprendre. Un fardeau? Il m'offrait le plus grand cadeau que je puisse imaginer. « Ici, c'est chez toi, Léo, » dis-je d'une voix ferme. « Tu n'y seras jamais un fardeau, mais tu n'es pas non plus un invité. Tu es un homme de 32 ans. Alors pas de loyer. Nous serons associés. Nous ferons un budget pour les dépenses de la maison. Tu paieras ta part. Tu t'occuperas du jardin, des gouttières, de tout ce qui nécessite une échelle. Je m'occuperai de la cuisine, sauf si l'inspiration te prend. Nous serons colocataires. Des adultes. D'accord? » Un lent sourire se dessina sur son visage. Le premier sourire authentique que je voyais. Il était un peu rouillé, un peu de travers, mais il atteignit ses yeux. Pendant une fraction de seconde, le fantôme avait disparu. « D'accord, » dit-il. Et c'est ainsi, exactement ainsi, qu'un nouveau chapitre commença. Les jours qui suivirent furent une étrange danse de redécouverte. Nous étions deux étrangers familiers apprenant à vivre avec les nouvelles versions d'eux-mêmes. Il dormit la plupart des premières 48 heures, un sommeil profond et réparateur qu'il n'avait probablement pas connu depuis des années. Quand il était éveillé, il était silencieux, se déplaçant dans la maison comme un fantôme, touchant les objets. L'accoudoir usé du fauteuil préféré de son père, les tasses débréchées dans le placard, les livres sur les étagères, comme pour se souvenir qui il était. Il passa des heures dans l'atelier de son père, ne construisant rien au début, se contentant de ranger. Il tria les vises, affûta les scies, balaya le sol. Il communiait avec l'esprit de son père, absorbant l'intégrité tranquille du lieu. Lentement, timidement, il commença à travailler le bois. Il commença par de petites choses. Un nichoir à oiseaux, un cadre photo, un petit tabouret bancal. Ses mains, autrefois douces et pâles d'une vie passée sur un clavier, devinrent calleuses et habiles. À chaque coupe, chaque ponçage, chaque assemblage qu'il ajustait,
Un peu plus de tension quittait ses épaules. Un peu plus de lumière revenait dans ses yeux. J'appris à lui donner de l'espace, mais aussi à l'encourager à s'ouvrir. Nous tombâmes dans un nouveau rythme. Café sur le porche le matin. Dîner ensemble chaque soir. Je lui parlais du dernier roman scandaleux de mon club de lecture, de ma guerre avec les écureuils qui déterraient mes bulbes de tulipes, des petits détails tranquilles font de ma vie. Lui, à son tour, commença à parler du C. Pas du traumatisme de son travail, mais des bonnes choses qu'il avait oubliées. Il me parla d'un amour pour la randonnée abandonnée, d'une passion pour le vieux jazz, d'un roman à moitié fini sur un vieil ordinateur portable. Un samedi, environ un mois après son retour, je le trouvais dans le jardin à fixer la vieille cabane délabrée au fond du terrain. C'était le premier atelier de son père, maintenant un tas affaissé et pourri couvert de lierre. « Je vais la démolir », et dit-il sans se retourner. « C'est un gros travail », dis-je à ses côtés. « Je sais », répondit-il. « Et ensuite, j'en construirai une nouvelle, une plus petite, un endroit pour écrire. » Et c'est ainsi que nous commençâmes. Démolir la vieille cabane Caïn fut un travail brutal, éreintant. Nous remplîmes une benne de bois pourri et de clous rouillés, mais ce fut aussi une purification. À chaque planche pourrie que nous arrachions, c'était comme démolir les structures pourries de son ancienne vie. Nous déblayions le terrain pour quelque chose de nouveau. Alors que nous travaillions, couverts de terre et de sueur, je revis le garçon dont je me souvenais, celui qui n'avait pas peur de se salir les mains, qui pouvait se perdre dans un projet, qui pouvait rire. Un vrai rire profond, quand je l'aspergeais accidentellement avec le tuyau d'arrosage. Le fantôme avait disparu. Mon fils était de retour. L'histoire ne s'arrête pas là, avec un bureau d'écriture parfaitement fini et un roman à succès. La vie n'est pas si nette. Le voyage continue. Il y a encore des jours où je vois l'ombre du fantôme dans ses yeux, quand le silence s'étire trop longtemps. Guérir n'est pas une destination. C'est un processus. Mais maintenant, nous le traversons ensemble. Il commença à voir un thérapeute en ville. Il recommença à écrire. Il recommença à vivre. L'autre jour, je rentrais des courses et j'entendis de la musique venant de l'atelier. C'était le cri bas et plaintif d'un saxophone, le vieux jazz qu'il aimait. Je restais dehors, près de la porte, à écouter, et je réfléchis à la nature du courage. Nous pensons que le courage, c'est gravir la montagne, gagner la course, bâtir l'empire. Mais parfois, l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir est de s'arrêter, de faire demi-tour, d'admettre que l'échelle que tu as grimpée est appuyée contre le mauvais mur, avoir le cran de la faire tomber et de recommencer à zéro, avec pour seuls outils ses deux mains et une boussole dans l'âme qui pointe vers la maison. C'est le commencement de la reconstruction d'une vie. Non pas seulement démolir ce qui était faux, mais avoir le courage de bâtir quelque chose de vrai à la place, même si c'est petit, même si c'est bancal, même si ce n'est que pour soi.